Mon enfant de 5 ans a été retrouvé seul dans une voiture garée, gelée, presque incohérente. Mes parents l'ont oublié lors d'une réunion de famille. Ma sœur a levé les yeux au ciel et a dit « Elle va bien ». Ce n'est pas comme si elle était morte. Je n'ai pas crié. J'ai agi, après quoi ils se sont mis à crier. J'étais au milieu de mon déjeuner quand ma sœur Dana m'a appelé, l'air agacé, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Tu dois venir au centre commercial Westgate maintenant. La police est là. C'est au sujet d'Ellie. Au début, j'ai cru qu'elle plaisantait. Elle dit tout le temps des choses tordues et prétend que c'est du sarcasme. Mais je pouvais entendre du bruit en arrière-plan, des talkie-walkie, un enfant qui pleure, une sirène. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle a dit que maman pensait l'avoir fait entrer, ce n'était pas le cas. Ellie était dans la voiture. Calme-toi. Elle va bien. Ce n'est pas comme si elle était morte. Je n'ai même pas pris mon manteau. J'ai juste couru vers ma voiture. Ce matin-là, j'avais déposé Ellie chez mes parents comme je l'avais fait une douzaine de fois auparavant. Ils demandaient à passer plus de temps avec elle, et j'avais fini par dire oui parce qu'il s'était amélioré ces derniers temps en lui apportant de petits cadeaux, se présentant réellement quand il disait qu'il le ferait. Pour une fois, il ne semblait pas distrait ou indifférent. J'ai été assez stupide pour penser que les choses avaient peut-être changé. Mais ensuite, Dana est arrivée. Ça a toujours été comme ça. Je suis la fille aînée, celle qui a tout compris par elle-même. Dana est celle dont il se vante. Tout ce qu'elle touche se transforme en une célébration sur le groupe de discussion familiale. Quand elle entre, le monde pivote. Soudain, ces enfants ont besoin de jus. Ils ont besoin de jouets. Ils ont besoin de tenues assorties du centre commercial. Tout tourne autour d'eux. C'est donc ce qu'ils ont fait, emmener les enfants de Dana au centre commercial. Ma mère, mon père, Dana et ses 3 petits monstres. Ils les ont fait monter dans la voiture et sont partis pour Westgate. Seulement, une fois arrivés, ils ont tous sauté dehors et ont oublié une chose, ma fille, toujours attachée dans son siège auto. Dehors, en décembre, les vitres étaient fermées. Le soleil était couché. Il faisait 33 degrés Fahrenheit, 1 degré Celsius, cet après-midi-là. Je suis arrivé au centre commercial en 13 minutes. J'ai vérifié plus tard, cela aurait dû prendre 25 minutes. Il y avait 2 voitures de police devant, les gyrophares tournant, et un petit groupe de personnes qui regardaient de loin. J'ai repéré Dana en premier, debout avec un bretzel géant dans une main, l'air ennuyé. Mes parents parlaient à un officier de police comme s'il s'agissait d'un malentendu au sujet d'un reçu. Et il y avait Ellie, assise sur le pare-choc d'une ambulance, enveloppée dans une couverture de survie froissée en aluminium. Silencieuse. Je ne me suis même pas permis de pleurer. Je suis allé vers elle. Elle m'a vu et n'a pas dit un mot, a juste grimpé dans mes bras comme si elle était trop fatiguée pour faire quoi que ce soit d'autre. Je l'ai tenue et j'ai regardé mes parents par-dessus sa tête. L'officier m'a dit que quelqu'un qui traversait le parking avait remarqué des vitres embuées et un enfant sur le siège arrière. Elle avait attendu, observé, réalisé que personne ne venait. Elle a appelé la sécurité. Ils ont brisé la vitre arrière et ont trouvé Ellie à moitié endormie, confuse, tremblante. Elle n'avait même pas pleuré, elle avait juste chuchoté qu'elle avait froid. Lorsque la sécurité du centre commercial a fait une annonce, mes parents étaient déjà à la foire alimentaire. Ils ont attendu d'avoir fini de manger avant de sortir. Je n'ai pas crié. Je n'ai insulté personne. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste dit non et je ne voulais pas porter plainte. Mais j'ai remercié 2 fois la femme qui a appelé les secours. Elle était toujours là, tenant un sac de courses, avec l'air de ne pas pouvoir croire ce dont elle venait d'être témoin. Avant de partir, j'ai regardé ma mère dans les yeux et je lui ai dit que c'était la dernière fois qu'elle s'approchait de ma fille. Elle a cligné des yeux comme si elle ne comprenait pas. Dana a dit que j'étais dramatique, qu'Ellie allait bien. J'ai dit, ce n'est pas à toi de décider. Puis je suis parti, et j'ai commencé à planifier la suite. Après avoir porté Ellie dans l'appartement ce soir-là, je n'ai pas parlé pendant des heures. Elle s'est endormie sur le canapé avec ses petits bras autour de l'un de mes pulls, et je me suis juste assise sur le sol à côté d'elle fixant le vide, sans réfléchir, juste fixant. À un moment donné, j'ai réalisé que je n'avais pas mangé.
J'ai fait chauffer au micro-ondes des restes que je ne pouvais pas goûter et j'ai regardé sa poitrine monter et descendre. Je n'arrêtais pas de penser à quel point elle avait été silencieuse dans cette ambulance. Sans pleurer, sans me demander. Immobile. C'est ce qui m'a vraiment touché, l'immobilité. Comme si une partie d'elle avait gelé et ne décongèlerait pas tout de suite. Le lendemain matin, ma mère m'a envoyé une photo, les enfants de Dana au petit déjeuner souriant avec de la crème chantilly sur leurs pancakes. La légende disait, petit déjeuner amusant entre cousins. Pas un seul mot sur Ellie. Pas de, comment va-t-elle, pas de, je suis désolé, pas de, que pouvons-nous faire? Juste son appareil photo pointé sur les petits enfants en or comme si de rien n'était. C'est à ce moment-là que j'ai décidé. Plus de faux semblants. Plus de seconde chance. J'ai bloqué son numéro. Puis je me suis assise devant mon ordinateur portable et j'ai ouvert le tableur que j'avais créé il y a un mois. Vol, Airbnb, location de voiture, tout pour notre voyage familial habituel de Noël dans le Nord. J'avais tout réservé. Je le faisais toujours. Personne n'a jamais proposé d'aider. Ils m'envoyaient juste des noms, des allergies et des plaintes. Ils appelaient ça notre tradition, mais ce n'était jamais la mienne. J'ai tout annulé, absolument tout. L'Airbnb était non remboursable, j'ai considéré cela comme le prix de la liberté. La compagnie aérienne m'a accordé un crédit partiel pour les vols. J'ai annulé la promenade en traîneau que mon père aimait prétendre être pour les enfants, même si c'était lui qui y insistait chaque année. J'ai même annulé la livraison de courses que j'avais prévue à la cabane pour le 22 décembre. Puis j'ai attendu. 2 jours ont passé. Silence. Le 3e jour, ma mère a envoyé un message, s'est-il passé quelque chose? Pourquoi nos vols sont-ils annulés? Je n'ai pas répondu. Mon père en a envoyé un plus long, je sais que tu es en colère, mais c'est extrême. Ellie va bien. C'est ce qui compte. Nous pouvons en discuter comme des adultes. Toujours rien de Dana. Elle est finalement intervenue tard ce soir-là avec une seule ligne, est-ce que tu es sérieusement en train de gâcher Noël pour ça? Grandis un peu. Alors j'ai écrit un dernier message dans notre groupe de discussion. Sans émotion. Juste la vérité. Pas de Noël. Pas pour vous. Pas avec moi. Ne redemandez plus. Ils ne l'ont pas bien pris. Mon père m'a laissé un message vocal parlant de déception et de famille. Ma mère a essayé de m'appeler sur FaceTime 4 fois. Dana a envoyé 3 messages vocaux que je n'ai pas ouverts. Puis elle a écrit, tu as besoin d'aide. Tu pars en vrille. C'est pour ça que personne ne te prend au sérieux. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, je suis allé chez Target avec Ellie, j'ai acheté le plus grand arbre artificiel que je pouvais faire tenir dans notre salon, et je l'ai laissé choisir chaque décoration. Nous avons passé ce week-end à accrocher des lumières à chaque fenêtre. Je l'ai laissé manger des biscuits au pain d'épices au petit déjeuner et je lui ai donné du chocolat chaud avec un supplément de guimauve avant de dormir. Elle n'a pas posé de questions sur mes parents. Elle n'a pas posé de questions sur Dana. Elle a seulement demandé si elle pouvait ouvrir un cadeau en avance. J'ai dit oui. C'était paisible des heures tranquilles. J'ai commencé à me dire que c'était peut-être à cela que la vie pourrait ressembler sans tout leur bruit, sans avoir constamment l'impression d'être l'étrangère dans ma propre famille, sans attendre une approbation qui n'est jamais venue. Mais bien sûr, il n'en avait pas fini. J'aurais dû m'en douter. 3 jours avant Noël, alors que j'étais à l'épicerie en train d'acheter les ingrédients pour le macaroni au fromage préféré d'Ellie, j'ai reçu un SMS d'un voisin, et « Est-ce que tout va bien? Un gars est passé demander pour ton chien. Je croyais que tu l'avais vendu? » Mon cœur a sombré. J'ai appelé le chenil ou mon chien, Milo, séjournait le même que mes parents utilisaient depuis des années. Je l'y avais laissé temporairement car le dépôt de garantie pour animaux de mon appartement était encore en cours de traitement. J'avais prévu de le ramener à la maison juste après les fêtes. Ils ont dit qu'il n'était plus là. Votre mère est venue hier avec tous les papiers. Elle a dit que vous aviez quitté le pays et nous a demandé de lui trouver un nouveau foyer. Nous avons déjà traité l'adoption. Je suis resté là, figé, tenant une boîte de pâtes coudes. Je n'ai même pas pleuré. Je suis juste sorti du magasin sans rien acheter. Ils ont vendu mon chien. Pas un mot pour moi. Pas d'avertissement, pas d'explication, juste disparu.
Tout ça parce que j'avais annulé Noël. Et j'ai su à ce moment-là que ce n'était plus à propos d'Ellie. C'était une question de pouvoir, de punition. Ils voulaient me rappeler qui ils pensaient que j'étais, la fille jetable. Mais ils avaient oublié quelque chose. Je n'étais plus la même fille qu'ils avaient élevée. Je ne suis pas rentré chez moi après avoir appris la nouvelle. J'ai conduit directement chez mes parents en silence. Pas de musique, pas d'appel, juste le son de ma propre respiration et de la route. Je ne tremblais pas. Je ne pleurais pas. J'étais au-delà de tout ça. J'étais devenu quelque chose de plus froid. Ils ne savaient pas que je venais, mais la lumière du porche était allumée, et je pouvais voir leurs ombres bouger derrière les rideaux. Mon père était à sa place habituelle sur le canapé, la télé allumée. Ma mère est entrée dans la cuisine avec un plateau de biscuits. La maison avait l'air chaleureuse et joyeuse, comme le genre de maison où les gens s'aiment. Je suis entré sans frapper. La porte d'entrée n'était jamais verrouillée. Aucun des deux n'a bronché. Mon père a coupé le son de la télé. Ma mère s'est détournée du comptoir et m'a fait le sourire le plus faux que j'ai jamais vu. Elle a dit, « Tu ne vas pas gâcher Noël, n'est-ce pas ?» Je leur ai demandé une seule chose, « Où est Milo ?» Elle n'a même pas cligné des yeux. Elle a juste dit qu'il avait besoin d'un meilleur foyer, d'un endroit où l'on s'occuperait de lui. Je suis resté là à la fixer. Ce n'était pas un chien errant. C'était mon chien. Je l'avais adopté avant même la naissance d'Ellie, quand je vivais dans un studio et que je pensais que l'amour était quelque chose que l'on pouvait mériter si l'on était assez utile. Milo était là lors de chaque nuit blanche, chaque déménagement, chaque dispute avec Dana, chaque crise de panique, chaque fois que mes parents me faisaient me sentir invisible. Il était toujours là. Il savait à quel point il comptait pour moi. C'est exactement pour cela qu'ils l'ont fait. Ils étaient allés au chenil où il était en pension, leur avaient dit que j'avais quitté le pays, avaient dit qu'ils agissaient en mon nom. Ils avaient de vieux papiers datant de l'époque où nous l'avions adopté pour la première fois, toujours à leur nom. Ma mère s'assurait toujours d'avoir des plans de secours. Le personnel l'a cru. Le chien était pucé mais enregistré à leur adresse. De l'extérieur, tout semblait légitime. Je lui ai dit qu'elle avait 24 heures pour me donner un nom ou une adresse. Elle a souri et a dit, « Ma chérie, tu as toujours été dramatique. Tu l'as laissé là-bas. Nous lui avons simplement trouvé un meilleur endroit. » Je suis sorti avant de faire quelque chose dont je ne reviendrai pas. Une fois dans la voiture, je me suis assise là, tremblante pas de colère, même pas de chagrin, juste de choc devant la mesure dans laquelle ils étaient allés. Pourquoi? Parce que j'avais annulé Noël? Parce que je ne les avais pas laissés prétendre être le genre de famille qu'ils voulaient faire croire? Ils avaient pris mon chien, menti sur moi, et n'avaient jamais pensé un instant que je me battrais. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis mis au travail. J'ai appelé le chenil, qui ne voulait me donner aucune information au début. Je leur ai demandé franchement, est-ce une question de politique ou est-ce pour vous protéger? Finalement, quelqu'un a craqué, m'a dit que Milo avait été adopté par une famille locale il y a seulement 2 jours. Un couple, 2 enfants, un grand jardin, pas d'adresse, mais ils m'ont donné les noms. C'était suffisant. J'ai passé le reste de la journée à les traquer. Recherche en ligne, groupe Facebook communautaire, correspondance de photos avec des cartes de quartier. Ils avaient déjà posté une photo de Milo. L'avaient renommé Max, portant un bandana rouge et assis à côté de leur sapin de Noël. La légende disait, « Bienvenue à la maison, Max. Nous sommes déjà amoureux. » J'ai d'abord envoyé un message à la femme. Je lui ai raconté exactement ce qui s'était passé. J'ai envoyé les factures du vétérinaire, les dossiers d'adoption, des photos de Milo et Ellie au cours des 4 dernières années. Anniversaire, journée au parc, week-end paresseux sur le canapé. Des preuves. Elle m'a appelé en quelques minutes. Sa voix tremblait. Elle a dit, « Je ne savais pas. Je vous le jure, je ne savais pas », elle m'a demandé si je le voulais en retour. Je n'ai même pas répondu, j'étais déjà dans la voiture. Ils vivaient à 35 minutes de là, dans une impasse tranquille. Leurs enfants jouaient à la craie dans l'allée quand je suis arrivé. Milo était dans le jardin, couché dans une tache de soleil. Quand il m'a vu, il n'a pas hésité et il a juste sauté et a couru droit vers moi, à toute vitesse, hurlant, la queue remuant si fort que tout son corps tremblait. Je suis tombé à genoux et j'ai passé mes bras autour de lui.
Il pleurnichait comme un bébé et n'arrêtait pas de me lécher le visage. La femme pleurait quand elle est sortie. Elle s'est encore excusée, a dit qu'elle avait cru l'histoire de ma mère, qu'elle n'avait aucune idée qu'il y avait autre chose. Son mari a apporté les affaires de Milo, des jouets, un nouveau bol de nourriture, et même un petit bas de Noël qu'ils avaient accroché pour lui. Je les ai remerciés, je leur ai dit que rien de tout cela n'était de leur faute. Quand je suis rentré, Ellie était dans le salon en train de regarder un dessin animé de Noël. Elle a tourné la tête quand elle a entendu la porte, a vu Milo, et a juste hurlé son nom. Il s'est précipité sur elle et l'a renversée en arrière. Elle l'a serré dans ses bras comme si elle n'allait plus jamais le lâcher. Et juste comme ça, la lumière est revenue en elle. Nous avons mangé des biscuits ensemble ce soir-là. Milo a dormi au pied de son lit à nouveau, exactement là où était sa place. Je n'ai pas débloqué les numéros de mes parents. Je n'ai pas répondu à l'email d'excuses sans conviction de Dana qui est arrivé le lendemain. Je n'ai rien posté en ligne et je n'ai raconté l'histoire complète à personne, pas encore. Mais je savais ceci, ils pensaient pouvoir me blesser en prenant quelque chose que j'aimais. Ils ont oublié que j'ai passé toute ma vie à apprendre comment le reprendre. Je pensais qu'ils s'arrêteraient après ça. J'avais bloqué leur numéro. J'avais récupéré Milo. Ellie riait à nouveau. Je me disais que c'était fini, qu'ils auraient trop honte ou seraient trop fatigués pour pousser plus loin. J'avais tort. 2 jours après Noël, j'ai reçu une enveloppe Kraft par la poste. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques. Mes parents demandaient un droit de visite pour les grands-parents. Je me tenais dans ma cuisine avec les papiers étalés sur le comptoir, les relisant encore et encore comme si j'avais manqué quelque chose. Ils essayaient réellement d'obtenir un droit de visite ordonné par le tribunal avec Ellie. Ils prétendaient que j'étais émotionnellement instable, que je les avais coupés du monde sans avertissement, que j'aliénais Ellie d'un système de soutien suréaimant. C'était risible. Sauf que ça ne l'était pas, parce qu'ils avaient joint des captures d'écran et des SMS d'il y a des mois quand je traversais une mauvaise passe, me confiant à ma mère au sujet du stress, de la fatigue, de mon impression d'échouer dans tout. Ils étaient hors contexte, évidemment, mais pour quelqu'un qui les lirait sans connaître l'histoire complète, ils pourraient paraître inquiétants. Et ils avaient joint une photo dont j'ignorais même l'existence. C'était moi au plus bas, il y a 3 ans, assise sur mon porche sous la pluie, pleurant avec une bouteille de vin à côté de moi. Ma mère avait pris cette photo, m'avait dit qu'elle me trouvait belle sous la pluie. Je me souviens avoir ri à l'époque. Je ne savais pas qu'elle l'avait gardée. Je ne savais pas qu'elle gardait tout. Je me suis assise, respirant lentement, essayant de rester calme. Il ne voulait pas seulement se venger, il voulait le contrôle. Alors, j'ai appelé mon avocate, pas une amie de la famille, une véritable avocate, j'ai tout expliqué, j'ai envoyé les documents. Elle les a lus et a dit, ils ne gagneront pas, mais ils ne bluffent pas. Cela va te coûter de l'argent, du temps, de l'énergie émotionnelle. Mais je m'en fichais. Je lui ai dit de faire tout ce qu'il fallait pour arrêter ça. Ce soir-là, je n'ai rien dit à Ellie. J'ai juste fait du chocolat chaud, joué au Uno, lu son histoire préférée avant de dormir. J'ai tenu Milo pendant qu'elle dormait et je me suis assise dans le calme, pensant à la façon dont tout cela avait commencé, une sortie au centre commercial, un enfant oublié dans une voiture glaciale, et d'une manière ou d'une autre, dans leur esprit, c'était moi la méchante. Mais alors, il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas. La femme qui m'avait aidé à récupérer Milo, elle s'appelait Laura, m'a envoyé un autre message. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à me dire. Apparemment, une semaine avant Noël, ma mère l'avait contactée à nouveau. Après la finalisation de l'adoption, elle avait demandé à Laura des photos de Milo. Elle voulait savoir comment il s'adaptait. Elle disait qu'elle voulait juste s'assurer que la transition se passait bien. Laura a trouvé ça bizarre, mais elle a quand même envoyé quelques photos. L'une de Milo dans leur salon, une autre de ses enfants le caressant. J'ai demandé à Laura de me les envoyer. Elle l'a fait. Et là, sur l'une des photos accrochées en arrière-plan au-dessus de la cheminée, une photo de famille encadrée de moi et Ellie, prise il y a 2 ans à la plage. C'était l'une des seules photos que j'avais données volontairement à ma mère. Elle l'avait donnée à une étrangère. L'avait accrochée sur leur mur comme si Milo venait de quelqu'un qui était mort, ou qui avait quitté le pays, ou qui avait abandonné son enfant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au matin, j'ai fait un sac. Pas seulement pour Ellie,
pour moi aussi. J'ai appelé mon patron, j'ai expliqué que je prenais un congé. De toute façon, je m'épuisais au travail depuis des années. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Il n'a pas posé de questions, il a approuvé immédiatement. Puis j'ai trouvé une location à court terme dans le nord de l'État. Un petit endroit, calme, avec cheminée, acceptant les animaux. Nous sommes partis cet après-midi-là. Je n'ai prévenu personne. Pas d'avertissement, pas de réseaux sociaux, pas de réponse aux emails, juste moi, Ellie et Milo. Parti. Ils pouvaient essayer de nous trouver, peut-être même se présenter au tribunal. Mais j'avais des preuves maintenant, assez pour qu'importe le juge, il voit exactement qui ils étaient. Ils m'avaient poussé trop loin. Non, je n'étais pas seulement en train de couper les ponts, j'étais en train d'effacer le chemin du retour. Cela faisait presque 2 semaines de calme. Nous avions pris un rythme à la cabane. Des matins lents, des promenades dans la neige avec Milo, des pancakes qui sortaient toujours de travers. J'avais apporté une pile de livres que je n'avais jamais eu le temps de lire auparavant, et Ellie avait transformé la mezzanine à l'étage en un fort de couverture qu'elle appelait le « Palais de la Paix ». Elle et Milo y disparaissaient pendant des heures pendant que je m'asseyais près du feu et essayais de comprendre ce qu'était ma vie maintenant. C'était la plus grande paix que j'ai ressentie depuis des années. Puis j'ai vu le SUV. J'étais sorti tôt avec Milo, juste une courte promenade pour le laisser courir dans la neige fraîche. Quand nous sommes revenus, j'ai repéré le Toyota Highlander argenté garé en retrait de la route, à moitié caché derrière une rangée d'arbres. La même bosse sur le pare-choc avant. La même plaque d'immatriculation. La voiture de mon père. Je me suis figé. Milo n'a pas aboyé. Il s'est tenu à côté de moi, alerte, mais immobile, comme s'il savait exactement de qui il s'agissait lui aussi. Je n'ai pas bougé tout de suite. J'ai juste fixé le véhicule, attendant qu'il s'en aille. Peut-être était-ce une coïncidence. Peut-être qu'il ne faisait que passer. Puis la porte du conducteur s'est ouverte. Ma mère en est sortie. Elle semblait la même, peut-être un peu plus fatiguée, un peu plus soignée que d'habitude. Comme si elle voulait avoir l'air d'une personne qu'on écoute. Elle n'a même pas pris la peine de frapper, elle est juste restée dans l'allée, plissant les yeux vers la maison comme si elle s'attendait à ce que je sorte l'accueillir. Je ne voulais pas qu'elle y voie ça. Alors, j'ai attaché Milo au porche avant, je me suis glissé discrètement à l'intérieur et j'ai dit à Ellie de rester à l'étage et de jouer. Je l'ai dit nonchalamment. Elle n'a pas posé de questions. Ensuite, je suis ressorti. Mes bottes ont crissé bruyamment sur le gravier gelé, et pour la première fois, ma mère a semblé un peu incertaine d'elle-même mais pas assez. Pas du tout assez. Elle a dit mon nom avec cette même voix qu'elle utilisait toujours quand elle pensait être raisonnable. Non, pouvons-nous juste discuter? Elle a commencé à marcher vers moi. Je suis resté là où j'étais. Elle a dit qu'il craignait que tout cela soit allé trop loin. Que les enfants de Dana s'ennuyaient d'Ellie. Que mon père avait à peine dormi. Qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si froide alors que nous étions si proches autrefois. Je lui ai demandé quelle partie de l'abandon de mon enfant dans une voiture glaciale nous rendait proches. Elle a tressailli mais n'a pas reculé. Elle a dit que c'était un accident, que j'avais tout exagéré, que c'était une seule erreur. Et puis elle a dit la chose qu'il ne fallait pas, tu n'es pas parfaite non plus. Tu agis comme si nous avions fait quelque chose d'impardonnable, mais tu as eu tes moments aussi. Nous n'avons pas vendu ton chien pour te punir. Nous pensions juste que tu ne pouvais pas tout gérer. C'était le mot de trop. Je l'ai giflé. Je n'ai même pas réfléchi. Ma main a juste bougé, et il y a eu ce son horrible pas fort, juste sec. Elle a titubé d'un demi-pas, stupéfaite, la main pressée contre sa joue, les yeux écarquillés, comme si elle ne pouvait pas le croire, comme si elle pensait que je n'en étais pas capable. Elle avait tort. C'est alors que mon père est sorti de la voiture. Il n'a pas couru, n'a pas crié, il a juste fermé la porte et a marché vers nous comme si c'était un autre dimanche après-midi et qu'il rentrait du jardin. Il m'a regardé de la même façon qu'il l'avait toujours fait, comme si j'étais un casse-tête qu'il n'avait pas l'énergie de résoudre. Il m'a demandé si j'étais fier de moi. Je lui ai demandé s'il se souvenait de ce que ça faisait de tenir Ellie pour la première fois. Elle pesait 2 kilos. Elle ressemblait à un petit oiseau, et il a pleuré. Je m'en souviens, il a réellement pleuré. Il m'avait dit quelle était la meilleure chose que notre famille ait vue depuis des années.
Et puis je lui ai demandé si ce souvenir avait encore de la valeur maintenant, après ce qu'ils avaient fait. Il n'a pas dit un mot. Ma mère tenait toujours son visage, mais son choc s'était transformé en autre chose, de la colère peut-être, ou de la peur, je ne pouvais pas dire. Elle a ouvert la bouche pour dire autre chose, et j'ai levé la main à nouveau, pas pour la frapper, juste pour l'arrêter. Je leur ai dit que s'ils ne partaient pas maintenant, j'appellerais la police et je les signalerais pour violation de domicile, harcèlement et interférence malveillante dans un litige actif devant le tribunal de la famille. Et s'ils ne me croyaient pas, j'entrerais directement et je composerais le numéro devant eux. C'est là qu'ils sont enfin partis. Pas d'adieu, pas de dernier plaidoyer, juste le silence et le crissement des pneus sur la neige alors qu'ils s'éloignaient. Je suis rentré. Milo a aboyé une fois depuis le porche alors que je détachais sa laisse. Il m'a suivi dans la maison et s'est pelotonné près du feu comme si de rien n'était. Ellie a jeté un coup d'œil depuis les escaliers. Elle a demandé, c'était grand-mère? J'ai fait signe que oui. Elle a dit, est-ce qu'elle est fâchée? Je lui ai dit la vérité, elle ne fera plus partie de nos vies, et c'est correct. Ellie n'a rien dit pendant une seconde, puis a haussé les épaules et a demandé si nous pouvions faire du popcorn et regarder à nouveau le film sur le monstre des neiges. Ce soir-là, j'ai finalement reçu une notification de mon avocate. Mes parents avaient volontairement retiré leur demande de droit de visite. Pas d'excuses, pas d'explications, juste une note juridique courte et froide, les demandeurs ne souhaitent plus poursuivre cette affaire. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Je m'attendais à du soulagement, mais ce que j'ai ressenti, c'était du chagrin. Pas pour ce que j'avais perdu, mais pour ce que je n'avais jamais eu. Pour les parents que je continuais de prétendre qu'ils pourraient un jour devenir et faire ce qu'il fallait. Ce que j'avais inventé dans ma tête encore et encore chaque fois que je leur pardonnais. Mais ils n'étaient pas réels. Non, maintenant ils étaient partis pour de bon. Noël est passé comme un souvenir dont nous ne voulions pas nous réveiller. Juste moi, Ellie, Milo, la neige tombant contre les vitres, et un petit sapin que nous avons décoré avec des ornements dépareillés et des pommes de pin pailletées que nous avions trouvées dans les bois environnants. Nous n'avons pas parlé de la famille. Nous n'avons pas parlé de ce qui s'était passé. Nous avons juste vécu. Le procès n'existait plus. Mes parents n'étaient plus là. Dana était silencieuse. Ce silence me terrifiait autrefois, maintenant, il ressemblait à de l'espace. J'ai laissé les choses ainsi. Nous sommes rentrés à la maison en janvier. Tranquillement. Sans annonce, sans publication. J'ai acheté la nourriture préférée de Milo, j'ai rempli le frigo et j'ai réinstallé l'appartement comme si nous recommencions à zéro. Parce que d'une certaine manière, c'était le cas. Dès le lendemain, Ellie a demandé si elle pouvait faire un dessin pour l'envoyer à son ancienne éducatrice de maternelle. Elle s'est assise à la table en fredonnant et a dessiné une maison avec un toit bleu, un gros chien brun et une petite fille souriante avec de longs cheveux debout à côté d'une femme se tenant la main. Il n'y avait pas de grands-parents sur l'image, pas de cousins, juste nous. Après tout ça, elle n'était pas en colère. Elle n'était pas amère. Elle allait bien, et c'était suffisant pour moi. Je n'ai répondu à aucun des messages qui ont fini par arriver au compte-gouttes. Un de Dana une semaine plus tard, si tu vas reprocher ça à la famille pour toujours, peut-être devrais-tu juste couper les ponts officiellement. Je n'ai pas répondu. Un court message de mon père vers la mi-janvier, nous ne voulions pas te perdre. Je l'ai supprimé. Et ma mère? Rien. Pas un mot. Je me suis demandé si la gifle l'avait trop embarrassée pour qu'elle s'en remette, ou si au fond d'elle, elle avait enfin réalisé que je ne bluffais pas cette fois qu'elle avait franchi la ligne ultime. Ellie n'a plus posé de questions sur eux. Pas une seule fois. Au lieu de cela, elle a demandé si nous pouvions faire des biscuits les dimanches et si Milo pouvait commencer à dormir dans sa chambre chaque nuit. J'ai dit oui aux deux. En février, j'avais réduit mes heures de travail. J'ai pris moins de réunions, j'ai délégué des projets, je me suis éloigné de la routine épuisante qui m'avait maintenu à moitié en vie pendant des années. Je ne voulais plus manquer une seule seconde avec Ellie. Je ne voulais pas cligner des yeux et découvrir que j'avais passé plus de temps à réparer les erreurs des autres qu'à construire quelque chose de réel pour elle. Je venais la chercher à l'école tous les après-midi. Nous rentrions à pied, même dans le froid. J'ai commencé à mettre mon téléphone en mode avion pendant le dîner. Elle a commencé à sourire davantage dans son sommeil. Parfois, les gens me demandent si ma famille me manque. Voici la vérité, non.
L'idée de ce qu'ils étaient censés être me manque. Ce que je continuais d'espérer qu'ils deviennent me manque. Mais les personnes réelles? Celles qui ont laissé mon enfant dans une voiture glaciale, qui ont vendu mon chien pour me donner une leçon, qui ont essayé d'arracher ma fille de mes bras parce que j'avais osé la protéger? Ils ne me manquent pas. Pas du tout. Et maintenant, quand Ellie me demande ce que l'amour est censé être, je n'ai pas besoin de l'expliquer.